Et je crois être avec vous, oui, Tout à fait. bonjour. Alors avec vous, on va toujours sur cette affaire, Georges Simion, élection roumaine. Si vous voulez bien, je voudrais, qu'on précise le sujet autour de l'accusation d'ingérence, française. Je vais redonner juste avant de vous donner la parole, les, ce qui s'est passé, l'historique, hein. Donc, d'abord, Pavel Durov, donc le patron de Telegram, publie un premier tweet, oui, un premier tweet le 18 mai à 17h30. Il dit: un gouvernement d'Europe occidentale, devinez lequel, avec une petite baguette de pain, a contacté Telegram pour nous demander de faire taire les voix conservatrices en Roumanie. Avant les élections présidentielles d'aujourd'hui, j'ai catégoriquement refusé. Telegram ne restreindra pas les libertés des utilisateurs roumains ni ne bloquera leur chaîne politique. À cet élément de Pavel Durov, évidemment, l'Élysée dément, mais lui va un peu plus loin à 21h30 le même jour. Ce printemps, au salon des batailles de l'hôtel de Crillon, Nicolas Lerner, chef des services de renseignement français, m'a demandé d'interdire les voix conservatrices en Roumanie. Avant les élections, j'ai refusé. Nous n'avons pas bloqué les manifestations en Russie, en Biélorussie ou en Iran. Nous ne le ferons pas en Europe. Voilà. Et puis, derrière, on a Georges Simion qui, donc, le lundi, demande à la Cour constitutionnelle d'annuler les élections présidentielles. Et il cite des sujets d'interférence par les États, et notamment, évidemment, fait référence à ces accusations de Pavel Durov. À cela, Pavel Durov retweet: je suis prêt à venir et à témoigner si cela aide la démocratie roumaine. Bon, cette question d'ailleurs a été posée au Parlement européen à Nathalie Loiseau par Virginie Geron, la députée européenne. Et je vous propose d'écouter la réponse de Nathalie Loiseau avant de vous donner la parole. Je voudrais apporter un complément d'information factuelle à la question qu'a soulevée Madame Geron sur les déclarations du patron de Telegram ce week-end. Ce sont des affirmations de Pavel Durov. Nous ne savons pas si ce sont des faits avérés. Il n'a apporté aucun élément de preuve concernant ces affirmations qui sont sérieuses et qui ne peuvent pas être lancées par quelqu'un qui, par ailleurs, a maille à partir avec la justice, sans apporter des éléments probants pour les soutenir. Je voulais simplement que l'on évite de considérer que parce que quelqu'un a utilisé la plateforme dont il est le patron pour lancer des affirmations, c'est au reste des démocraties européennes de faire la preuve qu'elles n'ont pas agi de la manière dont il les accuse. C'est à lui de faire la preuve de ce qu'il avance. Voilà, c'est à lui de faire la preuve de ce qu'il avance, nous dit Nathalie Loiseau. Donc pour le moment, aucun élément suffisamment probant pour Nathalie Loiseau, présidente de la Commission sur la démocratie, notamment Jacques Beau. Quelle est votre analyse sur l'ensemble de cette question d'ingérence? Vous avez peut-être entendu Modeste Schwartz tout à l'heure expliquer déjà ingérence et fraude, c'est pas la même chose. Maintenant, jusqu'où peut-on, enfin, quelle est l'importance de cette ingérence? Peut-on en tout cas croire et prêter du sérieux aux accusations de Pavel Durov, et qu'est-ce que ça remet en question ou pas, finalement, à votre avis? Évidemment, plusieurs questions Oui. et donc plusieurs réponses. Tout à La fait. première concernant Nathalie Loiseau, elle a raison dans un sens, Mmh. parce que, vous pouvez pas évidemment, c'est une affirmation, c'est une allégation et qui est sans doute, qui a un poids dans la mesure où c'est l'acteur qui est directement concerné qui le dit, mais c'est vrai qu'il a un petit passif avec le gouvernement français. Par conséquent, on peut aussi imaginer qu'il y ait des éléments de revanche là-dedans. C'est possible. Toujours est-il que le problème avec, des personnes comme Nathalie Loiseau, c'est que quand il s'agit de faire des sanctions contre la Russie, alors ils s'embarrassent pas tellement de savoir si on vérifie les faits ou Oui. pas. N'est-ce pas? C'est ça le problème. Cette espèce de justice ou pas de justice, mais de politique, qui fonctionne à 2 vitesses. Quand il s'agit de la Russie, alors n'importe quelle allégation, même la plus stupide, y compris je vous rappelle qu'on a pris des sanctions, contre la Russie, sur l'affaire Nord Stream.
Alors qu'aujourd'hui, on accuse plutôt l'Ukraine, vrai ou pas, de nouveau, c'est à démontrer, mais on accuse l'Ukraine de l'avoir fait. Donc on a placé des sanctions qu'on n'a pas enlevées d'ailleurs sur la Russie à cause de l'affaire Nord Stream qui en fait aurait été faite par l'Ukraine. Et ben, donc vous voyez, on est dans cette espèce d'incohérence qu'on a en Europe sur la gestion des affaires politiques, de la politique étrangère d'une manière générale, qui est finalement dicté uniquement par une seule idée, il faut nuire à la Russie, point barre. Et c'est un peu dans ce contexte que s'inscrit finalement ce qu'on observe en Roumanie. Alors, il est vrai que entre comment, fraude et influence, il y a des choses qui sont très différentes, mais la finalité est la même. Bien sûr. Et c'est là où le bas blesse, si vous voulez. C'est-à-dire que si vous vous rappelez le discours des Occidentaux en 2022-2023, notamment lorsque la Suède et la Finlande ont demandé leur adhésion à l'OTAN, c'est que l'offensive russe a consolidé le camp occidental, l'OTAN est plus fort, l'Union européenne est plus forte, on est tous ensemble, lutter contre la Russie, etc. Et aujourd'hui, vous apercevez que Heu, on n'a plus du tout un Occident, qui est solidifié ou renforcé ou consolidé. Il est au contraire fracturé, il est partagé entre des approches différentes déjà du conflit, mais aussi pas seulement des approches différentes du conflit, mais aussi des approches différentes de la manière dont on doit traiter ce conflit. Oui. Alors, je passe sur le fait que vous avez évidemment la Hongrie et la Slovaquie qui sont un peu les moutons noirs de l'Union européenne et pour lequel d'ailleurs maintenant l'Union européenne étudie des procédures juridiques pour contourner le vote éventuellement négatif de la Hongrie et de la Slovaquie en matière de sanctions. Donc on voit bien que l'Union européenne aujourd'hui essaye d'adapter ses mécanismes juridiques pour contourner les voies discordantes. Oui. Et puis, on peut parler quand on parle de l'OTAN, on s'aperçoit que la Finlande est en train de se mordre les doigts, d'avoir, demandé son adhésion à l'OTAN. Elle s'aperçoit aujourd'hui avec stupeur qu'après avoir demandé l'adhésion à l'OTAN et accepté que, les Américains placent des bases sur le territoire, elle constate que les Russes, bah, construisent des bases de l'autre côté de la frontière. Donc ils s'aperçoivent que leur sécurité ne s'est pas du tout améliorée. C'est quelque chose que j'avais déjà décrit dans mon ouvrage, Opération Z, qui est paru à la fin 2022, donc il y a rien de nouveau là-dedans. Mais on voit que les dirigeants européens ont l'incapacité de projeter dans le futur les décisions ou les émotions qu'ils ont, puisqu'il y a même pas de réflexion dans la décision. Oui. Et puis on voit qu'en matière, occidentale, dès qu'on parle d'intervenir, par exemple en Ukraine, eh bien, il n'y a que la France, pays de l'Union européenne, l'Allemagne à demi-mot, mais surtout la Grande-Bretagne, qui ne fait pas partie de l'Union européenne. Donc on voit qu'on a un Occident qui est fracturé, etc. Et puis, ça se manifeste politiquement en Allemagne, un peu partout, d'ailleurs en France, sans doute une partie, pas tout, toute la politique intérieure française, mais une partie en tout cas, est probablement, associée à ce marasme politique et intellectuel qu'on a, actuellement en France. Donc aujourd'hui, on essaie de préserver, si vous voulez, on essaie de préserver un petit peu, les gouvernements en place, on essaye de maintenir des gouvernements qui soient favorables à l'Union européenne, on a partout des ingérences, des tentatives d'assassinat d'ailleurs contre Fico. Apparemment, Orban aurait aussi été victime de tentatives. Mmh. Donc on voit que l'Union européenne aujourd'hui est en mode de panique. Alors que ce soit dirigé par l'Union européenne ou par des pays de l'Union européenne, des pays qui sont très impliqués comme la France et l'Allemagne qui sont très impliqués dans l'Union européenne et qui essayent de conserver, d'essayer de maintenir un cap malgré le fait que tout se désagrège autour d'eux. C'est pas impossible d'avoir donc cette idée que, les élections en Roumanie aient été un peu considérées comme des élections un peu test
Et en plus, la Roumanie, bon, c'est considéré un petit peu comme des pays de seconde zone par Oui. les pays, traditionnellement, les grands pays européens comme la France et l'Allemagne. Donc la France irait probablement difficilement essayer de s'ingérer dans les élections allemandes. D'ailleurs, les Allemands le font très bien en essayant de, comment dire? De qualifier l'AfD de mouvement extrémiste et cetera pour le sortir, de l'échiquier politique. Mais pour des petits pays, peut-être des pays comme le Portugal et cetera, là, il pourrait y avoir effectivement la tentation pour les grands pays qui ont des capacités, qui ont la volonté politique aussi d'essayer de maintenir ce cap européen, eh bien, de prendre influence dans ces élections pour faire, donner l'illusion, si vous Mmh. voulez, que D'un rayonnement, l'Européen. oui. Alors, beaucoup de questions, Jacques Beau. D'abord, vous avez dit c'est pas la même chose fraude et ingérence, mais finalement, c'est pour les mêmes objectifs, servir les mêmes objectifs. Est-ce que pour autant, là, est-ce que vous saluez finalement le fait que Georges Simion demande à la Cour constitutionnelle d'annuler ces élections? Et est-ce que, d'abord, est-ce que vous pensez que c'est possible? Est-ce que vous pensez que derrière, Pavel Durov a des éléments concrets, puisqu'il dit lui-même qu'il est prêt à présenter ces éléments? Et est-ce que ça peut faire annuler les élections? Et qu'est-ce que ça peut emporter finalement? Donc ça, c'est une première chose finalement. Est-ce que l'ingérence peut au final être considérée comme comme une forme de fraude indirecte, donc méritant annulation des élections? Enfin, qu'est-ce qui peut se passer finalement là-dessus? Et puis, il y a un deuxième élément qui m'intéresse particulièrement, et je suis sûr que vous avez des réponses à nous donner, c'est les raisons d'une ingérence qui est quand même particulièrement forte de la France en particulier dans ce pays. Pourquoi? Alors, franchement, d'habitude, on n'est pas très fort pour servir nos propres intérêts. Et là, d'un seul coup, on a un Emmanuel Macron avec son ambassadeur français particulièrement présent. Quelles sont les raisons? Alors, on a évoqué, nous, tout au long de nos interviews en Roumanie, on a eu des réponses, des éléments de réponse, en tout cas, la présence de l'armée française sur la base de l'OTAN, alors que Donald Trump, justement, est censé retirer ses troupes. Les entreprises françaises, notamment Renault, qui sont sur place. Mais bon, d'habitude, on n'a pas particulièrement un président qui défend les intérêts des entreprises françaises à l'étranger. Alors pourquoi là, en particulier, est-ce que vous avez des éléments de réponse? Ça fait deux questions, hein, j'ai bien conscience. Et bon, d'abord pour la deuxième, la Roumanie, c'est un peu le bastion avancé de l'Occident, pour aider la Roumanie. Comme vous l'avez dit vous-même, on a, là j'ai ma caméra qui, On voilà, vous voit, ouais. 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 Heu, la, mmh, la France, veut s'impliquer en Roumanie. Elle a déjà prépositionné des troupes en Roumanie. Donc il y a une espèce de, comment dire? De lien, pas de lien, mais bon, il y a toujours eu des liens d'ailleurs entre la France et la Oui. Roumanie, hein. Je vous rappelle que quand le régime de Ceausescu est tombé, il y a eu déjà, les dirigeants, roumains avaient des liens assez étroits avec la France. Donc, la France a toujours été assez présente dans cette partie du monde. C'est aussi un pays de langue latine, et cetera. Donc, Mhm. il y a des liens historiques qui existent, donc ça n'est pas surprenant. Mais ça s'est évidemment renforcé avec, la possibilité ou l'éventualité, d'un déploiement, de troupes françaises sur le territoire ukrainien, et la Roumanie a servi de zone de prépositionnement. Et puis, cette fonction de bastion avancé, pas simplement militaire, elle est aussi elle est pas seulement ni militaire, ni seulement géostratégique, elle est aussi géopolitique. Et par conséquent, il y a un intérêt sans doute pour que le gouvernement, roumain ne bascule pas dans quelque chose qui soit totalement opposé à une intervention en Ukraine. Mhm. Je vous rappelle que la raison principale pour laquelle la Hongrie, par exemple, est, disons, hostile à l'augmentation des sanctions contre la Russie, et puis n'a pas beaucoup de liens d'amitié avec la Roumanie, c'est à cause avec l'Ukraine, pardon, et c'est à cause des minorités hongroises qui sont en Ukraine. Et les Roumains ont également des minorités qui sont en Ukraine et qui sont maltraitées aussi. Elles Oui. sont moins nombreuses, elles sont moins importantes, politiquement moins importantes aussi, mais enfin néanmoins elles existent, et beaucoup d'ailleurs les évoquent souvent. Ça fait moins de vagues politiques que les minorités hongroises, puisque Orban a appelé le Conseil des droits de l'homme à plusieurs reprises
sur cette question-là, bien avant le conflit d'ailleurs de 2022. Donc, on est sur ces minorités établissent ce lien avec l'Ukraine, mais aussi pourraient être la pomme de discorde avec l'Ukraine. Oui. Par conséquent, c'est un pays qui est à la fois bastion avancé de l'Occident, mais qui à la fois pourrait, disons que quelqu'un comme Georgescu pourrait assez bien, d'ailleurs il l'avait évoqué lui-même, hein, cette question-là, il pourrait lui-même faire basculer l'Ukraine dans le camp adverse, si j'ose dire ça comme ça. Oui. Donc ça, quand même, la Roumanie a un rôle important dans cette histoire. Maintenant, quant à savoir si Oui. cette ingérence pourrait justifier une annulation des élections, bon, là, on est dans un domaine juridique que je ne suis pas en mesure d'analyser avec précision parce que je ne suis pas un spécialiste ni de la politique intérieure roumaine, ni du système juridique et a fortiori du système constitutionnel Roumain, roumain. oui. Néanmoins, on s'est aperçu déjà au mois de décembre, Et oui. je crois que monsieur Schwartz avait évoqué tout à l'heure, mais Oui. au mois de décembre, l'administration fiscale, roumaine avait, établi qu'il y avait eu une manipulation des votes à travers TikTok par le Parti national libéral. Mmh. C'est-à-dire, si vous voulez, une sorte d'opération sous faux drapeau Oui. menée par le parti qui était opposé à Georgescu et de façon à lui faire, À comment diviser le dire? camp de la droite, en fait, oui. Diviser le camp de la droite, exactement. Par la suite, il y a eu, il y a eu 4 rapports des services de renseignement roumains. Un par la direction de la sécurité intérieure, du ministère de l'Intérieur, un, du CRI, le service de renseignement, de sécurité nationale, roumain, un, du ministère des affaires pas du ministère des Affaires étrangères, le service de renseignement extérieur roumain et un, du STS qui est le service de renseignement électronique, roumain, qui est spécialiste, c'est l'équivalent de la NSA, toute proportion gardée, Mmh. en Roumanie. Donc 4 rapports qui ont été publiés, qui ont été déclassifiés au début de cette année, au mois de janvier et que j'avais d'ailleurs présenté dans une de mes émissions, les émissions que je fais, hebdomadairement, de manière hebdomadaire, j'avais présenté ces documents et fait une analyse déjà il y a déjà 2 ou 3 mois de ça, donc on n'est pas sur quelque chose de nouveau Mmh. et qui montrait qu'il y avait eu, tentative d'ingérence, mais aucun signe qu'il s'agissait de la Russie par ailleurs. Oui, oui. Quand vous avez cité tout à l'heure le rapport Viginum, vous remarquez que dans le rapport Viginum, si vous l'avez lu, on parle de la Russie, sans préciser directement que c'est la Russie qui est, mais on parle de la Russie, c'est le seul pays qui est mentionné, mais on ne parle pas du Parti national libéral, qui pourtant Oui. a été considéré comme vous voyez donc Viginum, c'est de nouveau la Pravda, officielle, si vous voulez. D'abord, c'est le secrétariat général de la défense sécurité nationale, donc on est sur un organe, évidemment officiel, qui porte la voix du gouvernement. C'est d'ailleurs l'outil du président, hein, le SGDN, c'est pas un service de renseignement, d'abord, c'est important de le dire, c'est un outil, de comment? De la présidence Oui. en France. Heu, donc mais on a mis l'accent sur la Russie dans ce document, sans l'accuser directement parce qu'on pouvait pas, Eh oui. évidemment, mais on est quand même sur disons qu'il y a clairement une ingérence. À mon avis, n'est-ce pas? Quand on a la même chose qui se passe avec des tentatives sur où on accuse la Russie et cetera, on annule automatiquement. On annule automatiquement, il y a des sanctions, il y a tout ça. Quand c'est l'inverse, alors rien ne se passe. Oui, c'est ça. Ça, c'est intéressant quand même. C'est tout à fait Ah, intéressant et à noter, Jacques Beau. J'ai encore une question parce que je profite, d'avoir, un ancien membre du renseignement, suisse, mais voilà, vous connaissez un peu le fonctionnement, les arcanes, on va dire et là, donc Nicolas Lerner, est accusé par, Pavel Durov, le directeur du renseignement français, de lui avoir demandé de censurer les voix conservatrices en Roumanie. Ce qui a été, démenti, hein, d'ailleurs, je le précise, par, le service des renseignements français. Et Hem, alors comment vous prenez-vous la chose? Vous n'avez peut-être pas l'information en interne, je ne sais pas, ça vous peut-être nous le dire, mais en tout cas, est-ce que ce sont des méthodes qui sont classiques, du renseignement français que en tout cas d'être, missionné
pour limiter comment dire, le discours d'une personne qui pourrait être considérée comme dérangeante pour le gouvernement? Bon, je ne peux pas vous répondre, de manière très factuelle sur le cas d'espèce puisque manifestement d'abord, pour revenir à votre question précédente, ce sera très difficile de démontrer ce que Pavel Durov a dit puisque ça a été dit apparemment oralement lors d'une réunion, à Paris. Donc on est sur quelque chose qui est assez fluide et probablement difficilement, ju ex comment factuellement, démontrable. Ouais. Vous pensez pas qu'il arrivera avec des éléments de preuve là, Pavel Durov? Il a l'air d'être assez sûr de son coup quand même, mais bon. Il est sûr de son coup parce qu'il a probablement et je crois volontiers qu'on lui a dit ça. Mmh. Ça, je le crois volontiers, mais vous voyez, Ah bah, une bien sûr. conversation reste une conversation Mmh. et même si ça vient du directeur du renseignement français, ce qui est quand même pas n'importe quoi, ça peut avoir un certain poids, mais néanmoins, juridiquement, ça reste une conversation. D'accord, Donc Pavel Durov peut dire: «Bah, j'ai été témoin», mais l'autre peut dire aussi: «Bah, moi, j'ai jamais dit ça» et bien puis on sûr. est parole contre Ah parole bah et oui, dans cette situation-là. D'ailleurs, je pense que c'est un petit peu, le le scénario. scénario, Mmh. qui se qui se dessine Bah, à ce évidemment, propos. on imagine Mais qu'à ce niveau-là, Nicolas Lerner est quand même assez intelligent pour n'avoir rien écrit et c'est bien probable, oui. c'est bien probable. Mais alors vous étiez au bon. Hem, disons, on sait jamais, hein, Mmh. de nouveau, je n'ai pas de boule de cristal, mais à voir comme les choses se présentent, on est dans ce cas de figure. Ceci étant, ça montre un petit peu le désarroi aussi des services de renseignement occidentaux. Moi, je l'ai travaillé avec tous les services, occidentaux. Littéralement, avec tous et je c'est des services que je connaissais bien, mais qui aujourd'hui me montrent pas du tout la même image que celle que nous avions il y a 30 ans, par exemple. C'est des services qui se sont avérés d'ailleurs, on voit très bien, on peut le voir dans les décisions qui sont prises, puisque on peut s'imaginer que si un État fonctionne correctement, les décisions qui sont prises sont basées sur les analyses faites par les services de renseignement. Par ailleurs, ces services de renseignement, certains d'entre eux en tout cas, publient des rapports annuels ou sur la situation en général, donc on sait à peu près leur analyse, peut-être pas sur chaque fait individuel, mais leur analyse générale sur la situation. Et ce qu'on constate, c'est que, et c'est valable pour la France, mais en particulier la France, mais pas seulement, c'est que les services occidentaux ont perdu leur capacité analytique, totalement perdu. Et que la tentation est grande quand vous n'arrivez pas à expliquer la situation, eh bien, la tentation est grande d'influencer la situation pour qu'elle colle à l'image que vous avez, si vous voulez. Mmh. Donc, traditionnellement, les services de renseignement, d'ailleurs, c'est la fonction centrale du renseignement, c'est de présenter aux décideurs une image de la situation. Précise, oui. Avec les leviers, les tout petits Précise leviers finalement, ouais. possible, disons, une image qui permette de prendre des décisions. N'est-ce pas? C'est ça la fonction du renseignement, c'est ça, c'est de dire: «Voilà, la situation, elle est comme ça, qu'elle vous plaise pas, Mmh. qu'elle soit bleue, verte, peu importe, elle est comme ça et la décision, elle doit s'articuler autour de cette image». Or, aujourd'hui et depuis de quelques années, on est exactement le processus inverse et c'est typique en France d'ailleurs. En France, on est exactement dans cette situation où on est incapable de définir les contours précis de l'image et on a tendance à influencer le paysage pour qu'il colle avec la situation. C'est ce qui s'est fait à propos de la Syrie, concernant le terrorisme et c'est d'ailleurs en Oui, grande partie ce qui explique, les déboires de la France oui. en Afrique du Nord, Oui, oui. en Syrie, en Libye, partout. C'est l'incapacité de comprendre la situation, l'incapacité de comprendre les conséquences de ce qu'on fait, parce qu'on est toujours un regard biaisé de la situation. Puis vous avez des gens qui viennent façonner derrière avec des acteurs. Ça peut être de l'influence, comme dans le cas des élections roumaines, ça peut être d'autres situations qui influencent le jeu de façon à ce que la situation colle avec l'image qu'on a, si je peux dire ça comme ça. Et
Et c'est d'ailleurs quand vous regardez les décisions qui ont été prises, est-ce qu'aujourd'hui, on a encore aujourd'hui, hein, quand on parle aujourd'hui de ce rapprochement qu'essaye de faire Trump, avec la Russie, qu'il essaye d'avoir un dialogue parce qu'il essaye de clore le dossier ukrainien. On va pas discuter de sa manière de stratégie, mais il essaye de le faire et on voit que les Européens essayent de faire ce combat d'arrière-garde qui reste basé sur ce qu'on appelle le narratif, mais le narratif, c'est rien d'autre qu'un façonnage de la réalité Bien pour sûr. qu'il corresponde à la situation Qui qui nous arrangerait. s'adapte à nos Oui, décisions, oui. si vous voulez. Enfin, qui C'est ça devrait la s'adapter, mais qui oui, oui. mais qui devrait, c'est-à-dire que la décision, elle n'est pas basée sur la situation réelle, mais elle est basée sur la situation qu'on a Sur imaginée, notre narratif, finalement, pour reprendre comme en termes. narratif, en d'autres C'était termes. un peu le défaut, il me semble, avant des Américains et finalement on rétrograde nos services d'information ou de Tout à fait, pas oui. tout à fait. C'est pas tout à fait vrai. On a beaucoup de partis pris en France, notamment sur les services américains. Vous l'avez dit en entrée, moi je les connais assez bien, tous, enfin pas tous, non, mais une grande partie d'entre eux, pour avoir travaillé avec eux. Vous apercevez que vous avez beaucoup de gens, par exemple, si vous prenez, l'affaire de l'Irak et des armes de destruction massive. Voilà, je pensais à ce genre de oui, d'éléments. Oui, eh bien, vous voyez, c'est une grande erreur qu'on a en France. La CIA a toujours dit que c'était faux, Mmh. Oui, hein, et ça d'ailleurs, que lorsqu'il y a eu l'invasion, américaine, le directeur de la CIA a démissionné. oui. Ah oui, c'était pas au Et niveau des renseignements, en fait, c'était au niveau c'est de au niveau de la politique et d'ailleurs, là aussi, pour prendre cet exemple-là, toujours, Rumsfeld a créé un petit service de renseignement pour produire les analyses qui correspondaient à l'objectif qu'on voulait faire, c'est-à-dire intervenir en Irak. Et il a créé au sein du ministère de la mmh, Défense un petit service de renseignement oui, qui drainait des analystes qui étaient, comment dire, de bonne volonté, oui, pour pour essayer coller à leur image. d'influencer la décision. On a eu exactement la même chose avec on ne va pas de nouveau ouvrir le débat du Covid, mais à propos de la question du Covid venant de la Chine, Mmh. où on vous a dit: «Ah, il y a 17 agences, des renseignements qui ont dit» c'est pas vrai du tout. Là aussi, on a pris des analystes, on a formé un petit groupe de travail et avec ces analystes, on a créé un narratif comme quoi alors de nouveau, je ne connais pas la réalité des faits, on est, 5 ans plus tard maintenant, on va pas, je ne veux pas ouvrir ce débat-là. Mais, à l'époque, on a on a créé un groupe d'analystes ad hoc pour produire l'analyse Qui qui devait correspondait. conforter l'idée que c'était la Chine qui était à Très l'origine, intéressant, du Jacques du Beau. Covid. Voilà, Oui. donc il faut quand on parle des services de renseignement en France et y compris d'ailleurs ceux qui se prétendent experts du renseignement viennent toujours dire: «Ah, c'est la CIA» et cetera et on place un ou 2 noms là-dedans pour faire bien. C'est pas tout à fait comme ça que ça se passe. Quand on regarde bien les mécanismes et si vous lisez mes livres que j'ai faits, sur ces différents, Chez Max les Milo. différents Mmh. événements, oui, j'ai décrit très, très bien ces mécanismes-là qui montrent que souvent les services de renseignement et notamment américains ont beaucoup plus d'indépendance que les services, français, par exemple. D'accord, c'est très, très Hem, intéressant. Je voudrais vous poser une dernière question, Jacques Beau, si vous le oui, permettez. Bon, on a dépassé, je ne sais pas si vous m'accordez 7 minutes, et puis je présente mes excuses à ceux qui suivent Alexandre Cunache avec Christian Combaz. Mais bon, c'est quand même très intéressant de vous entendre sur ces sujets. On est en train de parler d'une ingérence des renseignements français. Il faut vraiment profiter, entre guillemets, de vous avoir. Une dernière question, qui sera un peu la conclusion. Ce qui est intéressant avec cette affaire également, c'est que, eh bien, pour une fois, on parle des ingérences occidentales, bon, françaises entre autres, alors que, comme on le disait tout à l'heure, on a l'habitude on entend systématiquement l'ingérence russe ou autre chinoise. On est moins habitué à entendre critiquer nos propres ingérences. Et voilà, peut-être si vous pouvez nous rappeler que oui, il ne faut pas être naïf, et évidemment qu'il y a des ingérences bon, américaines, évidemment, mais il faut le rappeler et ça nous permet aussi de nous replonger dans le bain de la réalité. disons que les ingérences, elles sont permanentes. D'ailleurs, la plupart, quand on vous parle de cyberattaques et de choses comme ça, quand vous faites l'analyse, et que vous regardez l'analyse qui a été faite par des services compétents, pas
Viginum, etc., qui Mm. sont finalement des perroquets qui répètent un petit peu ce qu'a dit Le Monde, Libération et autres. Quand vous regardez les choses, vous apercevez que pratiquement toutes les cyberattaques qui ont été menées en Europe ont été non pas par la Russie, mais ont été par l'Ukraine ou enfin, par des Ukrainiens, disons ça comme ça plus exactement, des Polonais ou des pays de l'Est ou des pays baltiques, typiquement. Et il est très facile aujourd'hui, d'ailleurs, j'en ai parlé à plusieurs reprises, mais de nouveau, personne ne reprend ça, mais il est très facile, les Wikileaks avaient dévoilé un certain nombre d'outils, c'était il y a ça devait être en 2016-2017, un certain nombre d'outils de la CIA qui permet de falsifier, quand vous faites une attaque cyber, eh bien, vous avez exactement la même signature que si cette attaque avait été menée par l'Iran, par la Russie, par le Bélarus, etc. Donc, Mm. vous avez exactement les mêmes éléments, tous les éléments clavier, toutes les choses que vous avez qui font partie d'un logiciel qui permettent de détecter à peu près l'origine, que ce soit le time zone, enfin le fuseau Mm. horaire, que ce soit la nature du clavier, tout ça sont des éléments de signature que vous trouvez dans les cyberattaques. Et l'outil de la CIA permet de choisir au départ, eh bien, on va faire une attaque depuis l'Iran, et puis à partir de là, vous faites votre attaque tranquillement depuis Paris, mais tout va être articulé comme si c'était une attaque qui venait de quelque part en Iran, par exemple, Par ou de exemple. Russie, voilà, oui, ou de Chine. Oui, Hein. oui. Et le logiciel, d'ailleurs, est fait pour, je dis en Iran, parce que le logiciel qui a été, ou les logiciels qui ont été mis en évidence, c'est des logiciels qui font état d'attaque en farsi, en russe, en chinois, en bélarus. Mm. Voilà, donc on est pratiquement sur les pays qui nous entourent et qu'on cherche de se faire comme ennemis. Donc il faut Oui. être extrêmement prudent quand on parle des attaques. On a vu, par exemple, les attaques contre les hôpitaux, ça a été Oui. évoqué à plusieurs reprises par Emmanuel Macron, y compris dans son discours du 5 mars. Or, même les enquêtes d'Europol ont montré que, en réalité, c'était des attaques qui venaient d'Ukraine et de Pologne. Mm. Donc, Donc vous des attaques voyez, sous faux drapeau, oui. on est exactement, et en réalité, nos services de renseignement participent à ça. Tout à fait, d'accord. C'est ça que, donc nos services de renseignement nous attaquent aussi pour faire partir, si vous voulez, faire porter le chapeau à la Russie, puisque c'est l'ennemi du Donc jour. c'est devenu la nouvelle utilisation des services de renseignement, c'est finalement une forme de propagande, c'est rechercher ou remettre en avant des informations qui ne sont d'ailleurs pas forcément exactes, plutôt que la première vocation, celle que vous décriviez tout à l'heure, c'était de faire un tableau réaliste, peu importe d'ailleurs la réalité qu'elle nous renvoyait. C'est d'ailleurs exactement une des conclusions de mon livre que je sors ces jours, sur les guerres secrètes en Ukraine, et qui parle exactement, enfin, pas seulement, mais également de ce problème-là, où on a finalement changé la vocation des services de renseignement, et c'est pour ça que ce que dit Pavel Durov s'intègre assez bien dans cette nouvelle manière d'utiliser le renseignement, non pas pour aider à la décision, mais pour essayer de justifier les décisions. Oui, c'est très très intéressant. Merci beaucoup Jacques Beau d'avoir pris le temps. Ce livre que vous citez, eh bien, on sera très heureux de vous recevoir pour en parler début juin. Donc, chers amis, soyez toujours présents sur Toxin. Vous aurez la suite de Jacques Beau très bientôt. Et puis, en attendant, je vais citer Opération Déluge d'Al-Aqsa, la défaite des vainqueurs aux éditions Max Milo. Je rappelle que Jacques Beau est ancien colonel d'état-major général, ancien membre du renseignement stratégique suisse. Et c'est donc spécialisé des pays de l'Est notamment. Donc, évidemment, c'est particulièrement intéressant de l'entendre pour cette analyse. Merci encore, Jacques Beau. Merci à vous tous, chers amis. On vous l'avait promis et ça y est, on se développe, on ouvre de nouvelles émissions. Vous avez déjà connu et rencontré les Tintins pour leur nouvelle émission des Tintins qui marche très fort. Évidemment, l'émission d'André Berkoff. Cette semaine sort une nouvelle émission scientifique où on va tenter de poser de véritables questions sur des débats scientifiques qui ne sont pas fermés, contrairement à ce que on veut nous faire croire. Donc pour toutes ces émissions et encore d'autres, comment reprendre le pouvoir politique aussi, une autre émission à suivre, et puis des
des émissions historiques, géopolitiques et bien d'autres qui vont arriver. Il nous faut de la place parce que évidemment la première chaîne est déjà très prise par toutes les émissions et diffusions du matin notamment. Donc il faut qu'on ouvre une nouvelle chaîne et il faut que vous suiviez le mouvement surtout et que vous ayez tout de suite vous abonner à la nouvelle chaîne. Il faut aussi en parler à tout le monde. On compte vraiment sur vous parce que si on veut ouvrir ces nouvelles émissions, il faut que vous suiviez le mouvement et vraiment que vous alliez vous abonner tout de suite à la nouvelle chaîne YouTube. C'est pas compliqué, c'est gratuit, ça se fait en 2 clics. On vous met tout de suite le lien là, pouf, il apparaît. Le lien, vous pouvez vous abonner. C'est Tocsin Plus, c'est ça, la nouvelle chaîne YouTube Tocsin Plus pour toutes les émissions de l'après-midi. Donc vous pouvez la trouver sur Tocsin-Plus en lettres majuscules ou tout simplement on va vous mettre le lien et vous cliquez immédiatement. Je vous fais confiance. Allez-y tout de suite. 1, 2, 3, Tocsin Plus, allez-y.